Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, nous allons aller au tournant entre le 19e et le 20e siècle. De nos jours, l'image animée est partout. Cinéma, télévision, jeux vidéo et autres shorts sur les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Et qui se souvient qu'en fin de compte, cela est très récent. Car avant les dernières années du 19e siècle, en dépit de nombreuses recherches et tentatives, personne n'avait réussi à reproduire le mouvement de façon satisfaisante. Il aura fallu deux frères au nom prédestiné, les Lumières, pour que la magie prenne vie. C'est à Lyon, en février 1895, et Éric Labaille va nous faire assister à cette première séance de projection d'un cinématographe appelé à un fabuleux avenir. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, les frères Lumière, inventeurs, mais pas partis de rien. Il y avait des recherches parallèles. Ils ne sont pas les premiers à s'être intéressés à cette image en mouvement. Allez, au 19e siècle, l'humanité est en passe de réaliser deux de ses plus grands rêves. Le premier rêve, c'est de voler. Et le second rêve, c'est de pouvoir reproduire la réalité, reproduire l'image, reproduire le mouvement. Remonter jusqu'à Nicéphore Niepce et ses premières inventions photographiques, mais ce siècle-là est véritablement le siècle de l'invention de l'image. Donc l'image fixe, on commence à produire des images fixes, c'est 1827 le premier. Oui, c'est l'extrême fin de la Restauration et surtout la monarchie de Juillet qui voit l'explosion de plusieurs systèmes, le daguerréotype, voilà. Et donc ce climat est propice à la recherche et au progrès. Et une fois que l'on commence à maîtriser d'une façon satisfaisante l'image fixe, l'idée est de passer à la suite, c'est-à-dire reproduire l'image animée. Mais pour reproduire l'image animée, c'est un autre débat. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, et d'autant plus qu'il faut comprendre que pour reproduire l'image animée, ce n'est pas qu'une simple question de chimie et de physique, c'est aussi une question de biologie. Je m'explique. Avant 1829, on ne connaissait pas le principe de la mémoire rétinienne. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet à un œil de saisir le mouvement. On sait qu'un œil peut saisir une image fixe, mais le mouvement, quel est le mécanisme physiologique qui permet de reproduire le mouvement par le cerveau humain. Donc c'est Joseph Plateau en 1829 qui découvre ce principe-là. Et à partir de cette découverte, c'est la porte ouverte à d'autres inventeurs pour pouvoir chercher, tâtonner et essayer de profiter de cette caractéristique de la rétine pour pouvoir mettre du mouvement dans l'image. Alors là, on a des noms un peu barbares, hein. Le Oui. phénascistiscope. Le phénascistiscope, Oh là le là. zootrope, le praxinoscope et le plus connu et celui qui était le plus près de réussir en 1891, c'est le kinétoscope d'un certain Thomas Edison. Ah, Thomas Edison, on le connaît celui-là. Oui, il a fait quelques Il a petites bricolé. oui, un bricoleur de génie, c'est ça. Mais aucune de ces inventions n'est véritablement aboutie. Il manque, quelque chose. Ce quelque chose tient essentiellement dans la capacité d'impulser, aux images un rythme suffisamment régulier pour que, par, lecture de notre œil, elles aient l'air fluide, elles aient l'air, naturelles. Et puis l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui permet de donner un confort de vision, parce que le kinétoscope, c'était pas facile pour voir une image dans le kinétoscope. Ah non, mais rien n'était simple. On était obligé d'être sur des périmètres extrêmement restreints. On devait regarder à l'intérieur de certaines machines. Donc oui, on n'était pas du tout dans la logique d'une projection à laquelle plusieurs personnes pouvaient assister. C'était plutôt une expérience intime. Donc c'est dans ce contexte
qu'arrivent Auguste et Louis Lumière. Alors, ils viennent d'où, Auguste et Louis Lumière? Parce qu'on ne devient pas inventeur du cinéma comme ça. Alors ils sont de Besançon, ils sont originaires de Besançon, ils sont installés à Lyon où leur père possède une usine et ce sont des esprits féconds, ce sont des jeunes gens, ouverts, sur leur époque qui s'intéressent énormément à l'image. D'ailleurs, ils ont, breveté en 1881 un système de reproduction photographique sur plaque sèche, hein, que l'on appelle l'étiquette bleue, qui va remporter un très grand succès et qui va leur permettre de gagner beaucoup d'argent. Alors une petite parenthèse, ce sont 2 frères, qui travaillent tous les 2 dans un domaine de la recherche, industrielle et para-industrielle et ils ont le principe de signer leur brevet de leurs 2 noms. Même si l'un d'entre eux est plus impliqué dans une invention que l'autre, eh bien ce sont les 2 noms qui sont mis sur les brevets. Associés dans cette aventure. Et, Voilà. et donc, il se penche sur l'invention d'Edison. Ils se penchent sur l'invention d'Edison, ils en sont informés. Ils vont chercher à la perfectionner, ils vont chercher surtout à en comprendre les limites pour y apporter une solution. Et cette solution, ils la découvrent fin 1894 et déposent le 13 février 1895 un brevet pour encore un nom barbare, le cinématographe. Alors cinématographe qui est un mot qui vient du grec, hein, qui veut dire plus ou moins l'écriture du mouvement, donc pouvoir écrire un mouvement, le retranscrire, et qui propose une solution double, c'est-à-dire c'est une solution qui est à la fois pour capturer les images, les enregistrer et ensuite les diffuser. Et cette solution, et je vais vous lire le texte du brevet, vous comprendrez la philosophie de l'invention. Je cite: «Le mécanisme de cet appareil a pour caractère essentiel d'agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé, de manière à lui imprimer des déplacements successifs séparés par des temps de repos, pendant lesquels s'opère soit l'impression, soit la vision des épreuves.» On a dans ce petit résumé les 2 caractéristiques essentielles. Capacité d'être un produit de captation d'images et un produit de transmission d'images, de projection d'images. Et la deuxième caractéristique, c'est ce fameux ruban régulièrement perforé, c'est-à-dire la Qui permet de pellicule. donner un cadençage régulier. Exactement, la pellicule cinématographique que l'on va commencer par faire tourner selon un rythme que s'impose lui-même le caméraman, puis ensuite après viendra le temps des appareils automatiques qui nous projetteront les films. Je crois que c'est 24 images par seconde, C'est quelque chose comme 24 ça? images par seconde. Et donc, là, on est dans le champ de l'expérimentation. Et donc, le premier film, c'est mars 1895. Oui, les frères Lumière, une fois qu'ils ont mis au point leur invention, vont devoir l'alimenter pour pouvoir la rendre publique. Donc ils vont s'employer à filmer, à enregistrer des scènes de la vie quotidienne, avec notamment, le 1er film jamais tourné qui est celui de la sortie des usines Lumière. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. On a l'usine sous la main, on a la scène sous la main et qui va être donc filmé. Alors c'est un tout petit court métrage qui ne dure que 45 secondes, Mais mais, historique, hein. mais c'est le premier film animé de l'histoire du cinéma. Oui, tout à fait. Et donc, il est diffusé, ce premier film. Alors, Lyon est une ville importante, c'est une ville, fondamentale pour la France, mais ce n'est pas la capitale. Donc, les frères Lumière vont monter à Paris, hein, «monter» entre guillemets, à Paris pour présenter et rendre publique leur invention. Ils vont aller à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale où le 22 mars, ils vont projeter leur film sur la sortie des usines Lumière à Lyon. On imagine assez bien le choc produit sur l'assistance par ce film, par ce court métrage, qui marque, un saut considérable dans l'histoire des technologies. Et donc, le choc, c'est plutôt. Alors, on a ces images en tête, mais le premier choc, c'est l'histoire d'un train qui fonce sur la foule. Oui, on est en décembre suivant, donc toujours à Paris, dans le Grand Café de Paris, sur le boulevard des Capucines, où, on montre effectivement l'entrée, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat qui provoque dans l'assistance un certain émoi parce que les gens n'étant pas habitués à voir de l'image animée, ont l'impression que le train n'entre pas que dans la gare de La Ciotat, mais également dans la salle de projection.
grandes dates de nos régions. Un podcast ici en région. Alors là, en 1895, on est encore dans le stade de l'expérimentation avec des films très très courts, mais très vite, ça va devenir un loisir et très vite une industrie. Et la France va être le phare du cinéma. Oui, alors dès 1896, la première projection de cinématographe a lieu à New York, aux États-Unis. C'est là encore une révélation pour le public américain et je n vraiment de spoiler dans ce que je vais dire, mais aux États-Unis, le cinéma va tomber sur un terreau extrêmement fertile, hein. Mais effectivement, la France reste pendant au moins une bonne quinzaine d'années, à la pointe, du progrès dans tous les domaines du cinéma, que ce soit dans les domaines techniques, mais également dans les domaines scénaristiques, dans la création d'une expression artistique spécifiquement cinématographique. Donc très vite, on s'empare de sujets très différents. Il y a des films historiques, par exemple, l'assassinat du duc de Guise, hein, 1908, mais aussi, c'est un monde dans ce qu'on se contente pas de décrire la réalité. Alors une réalité en carton-pâte, hein, en studio, parce qu'on peut pas filmer en grand air, c'est compliqué. Mais très vite arrive l'imaginaire, hein. On s'ouvre à des mondes imaginaires, notamment à travers l'œuvre de Georges Méliès. Georges Méliès, oui, qui va à la fois être le père, de la science-fiction, le père des effets spéciaux, quelqu'un qui a une inventivité extraordinaire et qui a une inventivité, tout à fait caractéristique de ces époques de pionniers où on se permet tout. On se permet d'imaginer la lune avec une fusée dans l'œil, on se permet beaucoup de choses, visuelles. Méliès qui donc est le créateur de cette expression, mais également d'autres Français, je penserai notamment à Max Linder, originaire de Saint-Loubès à côté de Bordeaux, qui est le grand fondateur du comique, au cinéma avec là encore alors c'est pas l'inventeur du comique, Linder, mais c'est quelqu'un qui va adapter et créer spécifiquement pour le cinéma une grammaire visuelle, une grammaire comique, qui va faire école puisque l'œuvre de Max Linder est reconnue par un certain Charlie Chaplin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur-là? Jamais entendu parler, Oui, non, c'est quelqu'un de de pas très connu. pas très connu, non, non. Donc Charlie Chaplin, reconnaîtra Max Linder comme étant son grand maître et sa grande source d'inspiration. Donc évidemment, ça va franchir l'Atlantique. Alors, le génie américain, comment les Américains transforment cette expérience en véritable industrie et industrie à rêve aussi. La naissance du comique, de la grande aventure, c'est quand même Hollywood, hein. Oui, alors les Américains ont une capacité à récupérer, réutiliser et passer à leur filtre, les inventions étrangères. Donc c'est le cas, tout à l'heure je parlais de Max Linder, c'est exactement ce cas-là. Le comique, vient de France, il est compris, assimilé par, les Américains et vous avez derrière, les Harold Lloyd, les, Charlie Chaplin qui vont, tirer sur cette ficelle-là et en faire quelque La chose d'extraordinaire, magnifier. la magnifier complètement. De la même manière, tout le cinéma à la fois historique, toutes les fresques qui ont commencé à être filmées, bon, de façon extrêmement maladroite, vous parliez tout à l'heure de carton-pâte en France avant 1914, vont être reprises et amplifiées par des réalisateurs comme Griffith pendant la Première Guerre mondiale avec ces grandes fresques historiques, hein. Naissance d'une nation Naissance qui d'une est nation, bien sûr, un peu problématique. Heu, qui pose problème aujourd'hui, mais qui à l'époque mmh, était quelque chose de tout à fait innovant. donc les péplums aussi, les péplums en carton-pâte, avec l'assassinat de César et cetera, on prend beaucoup de faits historiques. Donc il y a l'école américaine, le grand spectacle. Alors ensuite, on bascule dans les années 20 avec King Kong et ce genre de choses, avec des choses totalement extraordinaires et il y a l'école allemande aussi. L'école allemande qui va être, marquée par l'expressionnisme, par tous les courants artistiques, en vogue en Allemagne à cette époque-là et qui va apporter là, je dirais une profondeur, au cinéma, une capacité à explorer des intériorités, à explorer des drames humains que les États-Unis avaient un petit peu laissés de côté pour le côté plus spectaculaire de la chose, que ce soit dans le domaine du rire ou dans le domaine du grand spectacle. En vous parlant, je pense à des films comme M. le Maudit, comme Metropolis, Metropolis, Dracula, voilà, qui sont Nosferatu, pardon. Nosferatu, bien sûr, ouais, Murnau, qui sont des films qui sont véritablement fondateurs d'un certain cinéma. Et donc ça, c'est les 3 cinémas les plus connus. Il y en a d'autres qui le sont moins. Le cinéma soviétique,
extrêmement créateurs, notamment des dessins animés soviétiques. Alors je vous conseille, vous trouvez ça sur YouTube. Il y a des dessins animés soviétiques des années 20 absolument fulgurants d'un point de vue de l'intelligence graphique, avec des choses surréalistes complètement incroyables avant que la chape de plomb stalinienne ne tombe sur l'URSS. Il y avait une créativité totalement incroyable. Il y a aussi l'école suédoise, notamment un film muet qui doit dater de 1918 qui s'appelle Le Vent, qui est un film absolument extraordinaire. Alors là, qui s'inscrit dans la lignée allemande, effectivement, racontant. Alors, je vous laisse le voir, vous trouverez ça sur Internet, c'est absolument fabuleux. Et on voit là toute la puissance d'évocation de ce nouveau média qui s'impose et qui s'impose à grande échelle. C'est un succès public. Alors, je rappellerai aussi que les premières séances de cinématographe étaient des séances de films qui n'étaient pas ni scénarisés, ni de fiction. C'était de l'actualité. Les premières séances de cinématographe sont des séances d'actualité. Et c'est un domaine dans lequel le cinématographe va apporter sa contribution, c'est le filmer l'époque dans laquelle nous vivons. Donc très rapidement, des opérateurs cinématographes vont aller filmer des revues militaires, les grands boulevards, la vie quotidienne des gens qui nous laissent aujourd'hui des témoignages absolument extraordinaires sur le quotidien et sur la vie de la belle époque. Et cette vision de l'instant présent va, à la faveur notamment de la Première Guerre mondiale, donner lieu à la création de quelque chose de nouveau qui va être la propagande filmée. La propagande, vous parliez tout à l'heure de l'Union soviétique, va pas être la dernière à réutiliser le cinéma au Eisenstein. profit, Eisenstein bien entendu, au profit de sa propagande d'État et au profit d'une volonté de contrôler les esprits, de contrôler les foules par l'intermédiaire d'un médium qui est extrêmement puissant. Tout le potentiel pendant la Première Guerre mondiale et tous les films réalisés censés magnifier l'héroïsme des soldats qui en fait ont été tournés à l'arrière dans des scènes savamment reconstituées, mais qui marchent, mais qui permettent au public dans les villes, dans les villages qui assistent à ces séances de projection cinématographique d'actualité, de prendre fait et cause, de s'approprier, je dirais presque la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et pour les historiens, c'est un facteur extraordinaire parce que faut qu'on s'imagine que jusqu'au milieu du 19e siècle, les images que l'on a, ce sont des peintures, ce sont des reconstitutions peintes a posteriori dans des ateliers. Et là, la photographie, le premier grand événement, alors la première photographie d'histoire véritablement, bah, c'est 1848, la révolte des ouvriers de juin 1848. C'est la Commune, c'est la guerre de sécession. Et effectivement, la cinématographie, c'est véritablement la Première Guerre mondiale, effectivement, voit effectivement un nouveau média qui nous donne à voir les choses. Et donc, c'est une révolution absolument considérable. Oui, et puis on voit aussi toutes les grandes personnalités du temps. On voit les présidents de la République, on voit Sarah Bernard, on voit les grands écrivains qui commencent à se faire filmer pour passer à la postérité. Alors il ne manque plus qu'une chose, il ne manque plus que d'entendre leur voix, ces gens-là. Et c'est là encore, dans ce foisonnement technique de la fin du 19e siècle, avec un certain Thomas Edison, je crois qu'on a déjà parlé de ce Et monsieur. Marconi, Voilà, Marconi, oui, Thomas Edison, la capacité de fixer non pas l'image, mais cette fois-ci le son. Et peut-être qu'un jour, on va croiser les on va deux. peut-être croiser les deux pour avoir une image qui soit à la fois animée et sonore. Ça, C'est une autre c'est une histoire. autre histoire. Donc, merci aux frères Lumière et merci Eric. Je préciserai avant de terminer que les frères Lumière ne s'en sont pas tenus à leur invention du cinématographe, puisque quelques années plus tard, ils ont contribué de façon décisive à l'histoire et au progrès de la photographie en créant un des tout premiers procédés de photographie en couleur qui est l'autochrome, qui va être là encore utilisé pendant la Première Guerre mondiale, notamment par le célèbre commandant Tournassou. Eh bien, merci Eric. Avant de nous quitter, nous rappelons que vous êtes l'auteur des grandes dates à Lyon et en région lyonnaise. Vous retrouverez bien d'autres dates et événements dans ce magnifique livre que vous trouvez chez votre libraire préféré ou dans vos points presse. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.